Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jordan Bonatti. Bonjour Jordan, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, bonjour à tes auditeurs également. Écoute, ça va très bien aujourd'hui, en pleine forme. Bon, écoute, c'est super. Jordan, tu es le cofondateur de Terres Urbaines, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Terres Urbaines, c'est une association qui a pour objectif de ramener la nature en ville. Donc ça, c'est la mission de l'association et on y parvient, ou du moins on essaye de faire le maximum pour y parvenir à travers différentes actions qu'on mène. La sensibilisation et les ateliers de sensibilisation à l'écologie urbaine auprès d'un public d'enfants essentiellement et familial. Il y a aussi une autre part de notre activité qui est bien la mise en place et la conception de jardins partagés. Donc les jardins partagés, sont des jardins collectifs en fait qui prennent place dans des immeubles, dans des parcs immobiliers en fait, dans des îlots résidentiels. Et l'autre objectif, l'autre action qu'on mène, c'est des chantiers de végétalisation urbaine au sens très large. Je pourrais te donner quelques exemples au cours de notre échange. Vous êtes combien à gérer cette association et où ? Alors, l'association, il y a un conseil. Alors, c'est une association employeuse, donc on a 6 salariés aujourd'hui. Je suis le directeur. Il y a un conseil d'administration donc de 5 personnes. Donc, moi, je gère l'association au quotidien d'un point de vue très opérationnel. Puis on a voilà, un chargé de communication, 2 animateurs et également quelqu'un qui est en charge justement des travaux de paysagisme que l'on réalise et une maraîchère. Ok, super. On est bien éloigné de ta formation d'origine, parce que évidemment, si tu es sur Planète Ingé, c'est que tu es ingénieur de formation. Qu'est-ce qui a expliqué ce virage à... Je ne sais même pas si c'est un virage d'ailleurs, ou si c'est une continuité logique. Qu'est-ce qui a expliqué cette orientation professionnelle, on va dire ? Est-ce que c'est un virage par rapport à tes études, justement ? Ouais, c'est un virage complet, hein. Je t'avoue que si je remonte 10 ans en arrière et même 5 ans en arrière, je pensais pas prendre cette trajectoire-là. Écoute, ça s'est fait très progressivement. Je peux détailler rapidement mon parcours. Moi, je suis diplômé de l'INSA, Hauts-de-France, donc, qui est une école d'ingénieurs plutôt technique, hein, sur une option mécanique énergétique. Et j'ai fait une première partie de ma carrière en tant ingénieur mécanique. Donc ingénieur mise en service. Donc là, j'étais vraiment sur des missions très techniques, sur des chantiers pétrole-gaz, justement, où on mettait en service des équipements, des turbines, des compresseurs, voilà, des choses comme ça, même des alternateurs hydrauliques. C'était quelle entreprise ? Alors j'ai fait ça chez Alstom Ah d'accord, ok. et chez General Electric. Ok. Parce que avant qu'ils rachètent Alstom, ils étaient concurrents. Et j'avais fait la navette Bon. entre les deux entreprises. Ah, c'est marrant, hein, parce que moi je travaillais dans le même secteur, hein, donc c'était pas, on a fait un échange préparatoire, mais on n'avait pas parlé de ça, et c'est intéressant. Ok, je te laisse reprendre. Ouais, écoute, c'est une première partie de mon expérience professionnelle qui a duré 5 ans, où beaucoup de déplacements à l'international, beaucoup en Europe, un petit peu également en Asie mineure. Et puis j'ai eu la volonté après ça de rentrer en France, de me stabiliser un petit peu. Et j'avais envie de voir aussi un autre aspect du métier d'ingénieur qui était plus orienté vers l'ingénierie commerciale. J'avais envie vraiment voilà, de tenter l'expérience dans le business. Et donc, j'ai rejoint une société de conseil en ingénierie. Ok. C'est une société voilà, qui emploie beaucoup de jeunes ingénieurs, justement, Ouais. pour les placer chez des clients. Et donc, voilà. Et du coup, dans ces sociétés-là, j'avais cette expérience d'ingénieur.
J'avais pas le côté, du tout le côté business, donc je me suis formé. J'ai été formé aussi, un petit peu à la dure parce que dans ces boîtes-là, c'est un petit peu parfois, intense. On te met devant ton téléphone et on te dit, «Bah, tu dois prendre 10 prospections cette semaine, sinon, ta période d'essai, tu l'auras pas. On D'accord. va pas te la valider». Donc bah, c'est un peu voilà, c'est un peu en mode survie. Donc tu sors un peu de ta coquille, tu prends des rendez-vous et puis justement, cette expérience, cette connaissance des métiers d'ingénieur, elle m'a donné vraiment un gros avantage par rapport à mes collègues qui avaient pas forcément cette connaissance métier et ça me permettait une très bonne compréhension justement de nos clients et du coup j'ai bien vendu, si je puis dire, j'avais bien cartonné, en un an j'avais fait, plus que mes objectifs et heu et après du coup je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un métier qui nécessite pas forcément, de grosses infrastructures», je veux dire mon business, il est un petit peu autoporté par moi-même donc bah, let's go. Je me suis lancé justement dans la création d'une société de conseil en ingénierie D'accord. avec un associé où c'est beaucoup, placement, surtout en mode chasse de tête au début parce que c'est ce qui est le plus simple finalement. Ça nécessite pas beaucoup de capital, où tu as juste prendre un besoin puis tu prends un FIS et donc là, ça nécessite vraiment aucune infrastructure et puis, il faut simplement, y aller commercialement et puis bien comprendre le business de son client. Enfin, je te dis ça comme si c'était, une formalité. Bon, en tout cas, ça me posait pas de difficulté et puis après on a fait aussi quelques placements d'ingénieurs et où là justement on recrutait les ingénieurs et puis on les plaçait, sur les projets techniques. Donc ça, c'était la première expérience en entrepreneuriat et là, ce qui m'a manqué, si tu veux, dans cette première expérience, c'est le côté vraiment presta où vraiment tu es vraiment considéré comme un peu un prestat, très basique, en fait, de la part de ton client. Je trouve qu'on n'était pas hyper valorisé et du coup, tu as beau faire un super taf, il y a une telle, concurrence, c'est vraiment un océan rouge, quoi. Enfin, pour prendre un peu une notion de marketing, il y a vraiment hyper concurrentiel et à la fin, je pense qu'il y a un peu de lassitude par rapport à ça et et même avec les candidats, je trouve qu'il y avait pas forcément de lien qui se créait après. Donc finalement, je trouvais que ce business avait plus vraiment de sens, en fait, d'un point de vue ne serait-ce qu'humain, j'ai un peu décroché. Puis en plus de ça, bon, comme dans pas mal d'entreprises, comme je te disais, j'avais un associé, on n'était plus forcément sur la même longueur d'onde. Donc le projet s'est arrêté, finalement. Puis je suis venu justement vers l'agriculture urbaine très progressivement, déjà en créant cette association qui, à la base, a fonctionné en tant que bénévole, sur du bénévolat pur, en fait. Et pourquoi j'ai créé cette association? C'est vrai que, avec le temps, on a tendance un petit peu à oublier, mais moi, faut savoir que à l'époque, j'habitais en Seine-Saint-Denis, donc c'est le 93, c'est un département qui est très urbanisé, je pense qu'il est certainement un des départements les plus denses d'Europe. Et du coup, j'étais assez critique par rapport à cet environnement-là où je trouvais que je ronchonnais un peu souvent, où voilà, j'étais très critique, tu vois, où je disais: «C'est pas possible de faire ça, enfin d'avoir autant de béton et cetera». Et donc je me suis dit: «Bon», j'ai cherché un peu des associations autour de chez moi, puis j'ai pas trouvé de trucs qui me convenaient, donc je me suis dit: «Bah, écoute, lance la tienne». Parce que je suis parti sur une association au début parce que en fait, c'est assez drôle aussi, ça me revient maintenant. C'était à l'époque, tu sais, où il y avait Nicolas Hulot qui était ministre de l'écologie, puis qui avait démissionné. Et je me suis dit: «Mais, si ce gars-là, qui est l'écologiste le plus, reconnu de France, il en vient à démissionner, c'est que, la réponse, quelque part au défi écologique, elle peut pas être, du bas vers le haut, donc ça Mmh. doit forcément être une réponse citoyenne qui doit être portée». Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la question de l'associatif, du monde associatif, pour justement essayer de créer
un élan humain autour de cette question-là. C'est un peu, le démarrage de l'association. Ok, mais du coup, si on creuse un petit peu, je reviens, merci d'avoir partagé ton parcours et c'est intéressant parce que du coup, voilà, as quand même exercé sur différents secteurs avant de basculer là-dedans, mais si on gratte un peu, si on revient un peu à la source, pourquoi l'agriculture urbaine, justement, pourquoi ce sujet-là en particulier En fait, ouais, moi je suis amoureux de la nature et aussi je suis un citadin, je suis un vrai citadin. Je pense que j'aurais un peu de mal à vivre en campagne et donc je me suis dit, bah, pourquoi choisir en fait, essayer de composer les deux, le côté urbain et le côté nature. Je pense qu'effectivement, c'est des notions qui paraissent antagonistes au premier abord, mais qui ne sont pas forcément. Et je pense que j'avais envie de relever ce défi-là, de ramener la nature en ville et l'agriculture urbaine. Je pense que c'est un moyen très, très puissant pour y arriver. Voilà. Je comprends ça, mais si, enfin, tout le monde aime la nature, personne en fait forcément son métier. Enfin, personne, il y en a qui le font, mais pas tout le monde. À quel moment tu as quand même senti que c'était là-dedans qu'il fallait que tu ailles, quoi? C'était la direction qu'il fallait prendre. Alors, comme je t'ai dit au début, j'avais pas forcément d'ambition entrepreneuriale avec ce projet. C'était vraiment lancer des projets au coup par coup. Ok. Enfin voilà. Et donc la première réalisation qu'on a fait avec cette association, c'était de partir un peu d'un constat de se dire, ok, c'est très urbain, c'est très artificiel, il y a du béton partout, et en même temps, Mhm. il y a des friches, il y a des espaces qui sont complètement laissés à l'abandon et c'est un peu du gâchis que Mhm. de laisser ça un peu végéter, enfin même pas végéter du coup parce que bétonner plutôt. Et donc je suis un peu parti à la recherche de ces coins-là un petit peu perdus autour de chez moi et j'ai pris contact avec les propriétaires. Donc là on a commencé avec c'était une bibliothèque à l'époque, une bibliothèque municipale où il y avait une grande terrasse bétonnée. Et ils en faisaient pas grand-chose. Et j'ai pris avec l'association, on s'est dit, bah écoutez, pourquoi ne pas faire un petit jardin avec des bacs pour les membres de la bibliothèque, pour les lecteurs, et qui en plus pourraient, bah, lorsqu'ils vont prendre leur bouquin, bah, aller jardiner et puis s'initier justement à ces techniques-là de jardiner en ville, de faire son petit potager, etc. De se reconnecter finalement avec la nature, avec son alimentation. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et puis, Est-ce que ouais. ça marche vraiment ça? Parce qu'on met les choses à disposition aux gens, mais la plupart du temps, on voit les trucs à l'abandon. Et puis, quel est le facteur qui fait que ça fonctionne ou pas? Et est-ce que tu sens qu'il y a de l'attraction pour ça, justement? Ce que tu dis, c'est très juste. Je pense que le facteur pour la réussite de ce projet, c'est le facteur humain finalement. C'est l'appropriation que les gens s'en font. Et souvent, une des raisons de l'échec de ce type de projet, c'est qu'il y a une déconnexion entre la personne qui va concevoir ce projet et les usagers. Ils ne se parlent pas. Et donc, le rôle de l'association, c'est d'arriver justement à construire ce projet avec les futurs usagers, déjà de les identifier et de les faire participer justement à la réflexion et même au design de ce projet-là. Et souvent, quand c'est un paysagiste qui vient peut-être de l'autre bout de la France, qui va au gré d'un appel d'offres gagner ce projet, le designer, c'est pas une critique envers les paysagistes, ils font du super boulot, mais c'est peut-être la façon de réfléchir ces projets-là et de les concevoir qui fait que bah, parfois on voit quelques échecs. Et c'est en tout cas le constat qu'on a fait. Ok, et avec la pratique, alors du coup, ça part voilà, d'une volonté de pas forcément en faire une activité sur le long terme. Finalement, ça grandit et toi, tu découvres ce terrain de jeu. Au fur et à mesure de tes découvertes, de ton évolution, est-ce que tu te rends compte que le besoin, en fait, il est énorme, il est primordial? Est-ce que tu as tes convictions qui se sont endurcies sur ce sujet-là par rapport aux enjeux, justement, sociétal? Ouais, en fait, c'est un peu la différence aussi avec ma précédente expérience où finalement on était dans un business qui était très conventionnel, très, très connu finalement. Et là, quelque chose de beaucoup plus en prise avec les attentes quelque part de la société, avec les enjeux écologiques dont on parle quasiment souvent maintenant. Et donc, il y avait une oreille beaucoup plus attentive, pardon, de la part des clients et des collectivités. Et du coup, c'est entre guillemets, voilà,
plus agréable de défendre son projet dans ces conditions-là. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une expérience que j'ai vécue de travailler dans un secteur porteur. C'est complètement différent que travailler dans un secteur encombré. Enfin, c'est, ça paraît très évident, comme je le dis, mais Mm. en tout cas, l'expérimenter au quotidien, c'est beaucoup plus facile, en tout cas. Les portes Ok. s'ouvrent plus facilement. Et les plus gros projets alors que ensuite tu décides de mettre en place, tu parlais tout à l'heure de chantier de végétalisation sur des grandes friches, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus Bah, un projet au long cours qu'on vient de terminer, c'était de convertir un ancien parking désaffecté justement sur la ville de Drancy, toujours en Seine-Saint-Denis, de le convertir en une ferme écologique. Donc c'était un espace de à peu près 1000 mètres carrés. Je sais que pour toi qui habites en Normandie, 1000 mètres carrés, ça va pas être énorme en termes de surface végétalisée. On parle plutôt en hectares, je pense. Mais faut savoir que pour l'Île-de-France et surtout pour la Seine-Saint-Denis, 1000 mètres carrés, c'est un potentiel de construction énorme. Et c'est peut-être là, voilà, et nos projets sont en concurrence systématiquement avec cette pression immobilière. Donc un projet de 1000 mètres carrés, d'un parking qui était laissé à l'abandon, en attente de quelque chose, peut-être un futur projet dans X années, mais en tout cas, il y avait ces terrains en jachère, terrains pollués, faut le savoir, parce que ancien parking, donc un sol qui est forcément contaminé par des hydrocarbures. Donc il nous a fallu construire des bacs potagers de très grande dimension, de 8 mètres de long et 2 mètres de large à peu près, en bois, voilà, pour avoir une certaine durabilité dans la construction. Donc ça, c'était un gros challenge et on l'a fait progressivement. On a commencé par construire des bacs potagers, on a colonisé l'espace petit à petit, puis après on a installé un container justement pour faire justement transformer les aliments du potager pour en faire justement une petite cuisine sur place. On a installé une serre, on a installé un petit stand aussi pour vendre la production au voisinage. Donc Ça voilà. fonctionne ça? Écoute, ça fonctionne, ça fonctionne. Là, le projet, il est porté par l'association et depuis quelques mois, notre challenge aujourd'hui, c'est de faire que cette ferme-là, elle ait une dimension citoyenne, une dimension participative de plus en plus importante et que finalement le projet soit à la fois porté par nos salariés, mais de plus en plus aussi par des bénévoles. Et comment quelle population est touchée par ça? C'est plutôt des jeunes, moins jeunes, familles, qui s'empare de ces Alors, choses-là après? dans nos jardins partagés et sur le public que l'on rencontre sur notre ferme, il y a des familles, beaucoup de familles, et puis aussi des retraités qui viennent pour nous donner un coup de main, des gens qui ont du temps ou des gens qui veulent aussi transmettre à leurs enfants certains enseignements, certaines valeurs. Et donc aussi, en termes de public, il y a une grande proportion de femmes, en fait, une plus grande proportion de femmes qui vient sur nos espaces. Ça, c'est un constat qu'on a fait récemment, mais il faut savoir qu'on a, je pense, à près 66%, 2 tiers de femmes parmi nos bénévoles. Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler et vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur rédiger un avis, vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Comment tu mesures, toi, à titre personnel, le succès de ce que tu entreprends par rapport à tout ça? Alors le succès, comment je le mesure? C'est un petit peu ce qu'on disait aussi au début, c'est la pérennité du projet et c'est surtout, son appropriation. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, véritablement, à travers notre démarche, c'est pas de construire des projets puis de les maintenir sous perfusion et se dire, bah voilà, on met notre petit drapeau terres urbaines sur un jardin partagé. Non, vraiment, nous, on va mesurer le succès d'un projet à partir du moment où on va pouvoir partir justement et le confier aux gens. C'est vraiment ça notre objectif et c'est comme ça qu'on construit notre offre et voilà, notre méthode. Ok. Et du coup, comment tu fais, toi, pour t'assurer que derrière, il y a un porteur de Alors, projet et que ça fonctionne et qu'il y a un impact qui soit maximalisé?
Bah, beaucoup Maximiser, pardon. ouais, Maxime, ouais, beaucoup de formations déjà, voilà et former les gens à la fois sur les techniques de jardinage, ça c'est b.a-ba, mais finalement, sur ces espaces collectifs, ce qui pêche, c'est pas forcément la technicité ou finalement tout le monde va maintenant avec toutes les ressources qu'on a à disposition, YouTube, Instagram, les tutos qu'on peut trouver, finalement, c'est pas ça l'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens vivent bien ensemble, que comme c'est un projet collectif, et justement, c'est mettre en place des règles de fonctionnement. Alors, ça peut paraître parfois un peu antinomique avec le fait de faire du jardin, parce qu'on se dit jardin, c'est un peu un espace de liberté, mais dès lors que il y a une dimension collective, pardon, il faut que ce soit bien organisé. Et donc ça c'est un aspect aussi de notre travail. Tu devais bien gagner ta vie dans le monde du conseil en ingénierie. J'imagine que là, c'est différent. Et comment t'as abordé cette question-là, justement? Ça peut aider d'autres, peut-être, à franchir le cap et à partir sur des activités un peu moins rémunératrices, mais avec plus d'impact. Ou je sais pas. Je pense qu'on peut en parler sans tabou si ça te dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, moi, il faut savoir que j'ai toujours, en parallèle de ces activités, d'autres activités. Et donc, je donne par exemple, des cours dans l'entrepreneuriat ou en marketing ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà une rentrée d'argent, même si elle n'est pas principale, ça permet de compenser ou d'avoir un complément de revenus. Parfois aussi, je fais des missions justement pour des collectivités à titre enfin, de consultant. Ok. Donc j'ai plusieurs, si tu veux, Plusieurs casquettes, ouais. plusieurs casquettes. Ou plusieurs cordes à ton arc, on peut dire. Ouais. Et en fait, si tu veux, la clé, je pense, c'est d'avoir peut-être plusieurs sources de rémunération et d'essayer de jongler avec. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi une bonne soupape de liberté parce que finalement, t'es pas dépendant d'un seul tenant. Et s'il y a un truc qui s'écroule un petit peu, bah, tu peux compenser ailleurs. Voilà, donc avoir cet équilibre-là, ces différentes sources de revenus. Alors parfois, tu travailles beaucoup parce que tu dois tout assumer et parfois ça tombe au même moment. Mais voilà, essayer d'avoir plusieurs, comme disent nos amis anglo-saxons, ça peut être une bonne façon de compenser une perte de salaire trop brutale. Non, mais c'est bien, j'aime bien cette honnêteté. Et à un moment donné, il faut quand même joindre les deux bouts et on peut pas se contenter de rêver. Mais ok, super. Par rapport à cela, tu es en contact tu disais de la jeunesse, de famille, etc. Quels sont tes motifs d'espoir par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce que c'est vraiment important d'accélérer ce retour à la nature dans les milieux urbains? Oui, moi je pense que c'est essentiel parce que ça touche aussi à la qualité de vie, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui on parle d'îlots de chaleur, on parle de canicule. Donc avoir des étés à 35-40 degrés sur du béton, c'est très compliqué pour des gens qui n'ont pas forcément de jardin. Et on sait que la norme, c'est plus aller sur des logements verticaux que sur des maisons avec jardin, du moins chez nous. Donc c'est essentiel que la nature, elle puisse aussi avoir sa place et qu'on lui laisse sa place parce qu'elle reprendra sa place. Mais lorsqu'on la contraint trop, bah, on se retrouve justement à avoir des environnements qui sont presque invivables. Et du coup, pour moi, c'est un enjeu à la fois de qualité de vie, mais aussi environnemental. Et le motif d'espoir, pour répondre à cette question-là, c'est vraiment cette nouvelle génération qui est bien plus éclairée que nous l'étions. Je t'inclus aussi parce qu'on est un peu de la même génération, mais quand je vois des jeunes enfants de 7-8 ans qui sont capables de te dire ce qu'est un compost, comment faire son compost, etc. Bah voilà, tu te dis, bah effectivement, les choses quand même avancent un petit peu, même si c'est jamais suffisamment. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment, ça commence à rentrer dans les enseignements aussi, cette notion de, voilà, développement durable. Et est-ce que tu sens pas un peu de cynisme par rapport aux politiques sur ces sujets justement où je pense notamment, je veux pas te mettre en porte-à-faux, donc c'est moi qui le dis, j'assume ce que je dis. Non, mais on voit les fausses promesses parfois ou des promesses électorales de certains partis au niveau des cités, enfin des cités, pas des cités, mais des villes.
Et puis en fait, finalement, en végétalisation, il se passe rien. C'est voire pire quand on voit à Paris, les jardins publics sont quasiment à l'abandon. Les promesses de, enfin voilà, il y a rien qui a été. Moi, je suis pas parisien, mais j'y vais. Et quand on voit l'état du Champ de Mars, des trucs comme ça. Avant, c'était quand même des jardins assez épanouis. Maintenant, on a plutôt fait marche arrière que marche avant. Donc je te mets pas en porte-à-faux parce que tu as peut-être besoin d'avoir de bonnes relations à ce niveau-là, mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, non, sans être en porte-à-faux, sans langue de bois, moi je pense qu'effectivement, il y a de toute manière, le métier d'homme politique ou qui est en charge, du moins, il est pas non plus très, très facile parce qu'ils doivent composer avec plusieurs injonctions. Ouais, effectivement, le fait de végétaliser, c'est un enjeu essentiel. Mais quelque part, ils ont aussi des directives pour construire de plus en plus de logements parce que, bah, voilà, stratégiquement, à l'échelle de l'Île-de-France, on demande, bah, voilà, de densifier aux abords des gares, aux abords voilà, de toutes ces infrastructures routières. Donc, le politique, il est un petit peu pris entre plusieurs feux. Est-ce qu'il fait assez? Est-ce qu'il fait pas assez? Je dois dire qu'il y a aussi une part de responsabilité de la part du citoyen de s'emparer de ces sujets-là et de se les approprier et de ne pas toujours attendre que la solution, elle vienne du politique, justement. Et on travaille avec des hommes politiques, des femmes politiques, et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que bah, ils aimeraient bien lancer un projet, mais sur place, il n'y a pas d'association ou il n'y a pas de collectif. Et donc, ils ont pas cet élan citoyen en support. Et donc, je pense qu'il faut... Le politique, de toute façon, tu, tu utilisais le mot cynique, on peut l'utiliser sur certains aspects, mais il est aussi réaliste. Et s'il y a une demande très forte du public pour ces projets-là qui se concrétisent, qui se matérialisent par opportunisme ou par calcul ou par nécessité, il sera contraint quelque part de mener à bien ses projets. Donc voilà, c'est un petit peu ce constat que je fais. C'est oui, il y a le politique qui doit impulser parce qu'il est en charge, mais c'est nous qui le mettons en charge. Et on doit déjà aller voter. On voit on voit les taux d'abstention qui sont édifiants de plus en plus, mais aussi voilà, se responsabiliser et monter des projets collectifs. Je pense que voilà, la responsabilité pour moi, elle est partagée. Super intéressant, merci beaucoup pour ton retour. C'est une question qui était pas inscrite à la liste des questions, mais je l'ai posée à tous les invités et je trouve qu'elle est plutôt marrante. Sache qu'Emmanuel Macron nous écoute, c'est un fervent admirateur de Planète 1G, et donc tu peux t'adresser à Il lui. a du goût. Et ben oui, bah, on sait, merci. Donc tu peux t'adresser à lui, tu peux lui passer un message. Qu'est-ce que tu lui demanderais pour justement accélérer, voilà, ce que tu aurais besoin aujourd'hui pour aller plus vite sur ce type de projet? Bah, c'est toujours une question de moyens. Moyens humains, moyens financiers. C'est vrai que nous, en tant qu'association, eh bien, on est quelque part dépendant de bien travailler avec les collectivités et qu'elles nous fassent confiance et qu'elles nous dotent aussi en moyens financiers pour y parvenir. Et souvent, l'écueil que rencontrent nos structures, nos types de structures, c'est d'avoir des financements pour une année. Voilà, on a une enveloppe pour une année. Et, mais pour une logique d'entrepreneur, une année, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on ait un peu plus de visibilité pour avoir plus d'oxygène et pour pouvoir mener des projets plus à long terme. Donc, nous, sur notre modèle économique, effectivement, on a une partie qui vient de subventions de communes, de villes, enfin c'est la même chose, mais de conseils départementaux. Et aussi, on a une enveloppe enfin, on n'a pas, c'est pas une enveloppe pour le coup, c'est ce qu'on va aller chercher avec des activités prestées, donc avec une clientèle. Et donc, c'est cet équilibre entre des subventions et puis des prestations qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à joindre les deux bouts. Mais effectivement, avoir une subvention pour une année sur des projets à long cours, comme ça, c'est presque... ouais, c'est pas idéal. C'est rigolo parce que du coup, dans l'épisode 2 avec Yannick, on parle du photovoltaïque made in France. Donc on n'est pas du tout sur le même sujet, mais le même écueil en fait. Hein, il dit, moi j'ai besoin de visibilité sur plusieurs années, sur plusieurs
de stabilité pour pouvoir avancer sur ce sujet. Eh bien, écoute, Jordan, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé sur cette thématique et que tu voulais traiter avant de passer à la suite? Écoute, moi déjà, je suis aussi un fan de ton émission. Je dois dire, j'aime beaucoup ce que tu fais, le fait de mettre en avant les ingénieurs, et je trouve que ça, c'est une super démarche. Peut-être qu'avec l'âge, je deviens de plus en plus corporatiste, mais en tout cas, je trouve que c'est une super démarche que tu fais, et de montrer cette diversité de parcours, ça doit inspirer nos jeunes ingénieurs que voilà, en fait, ingénieur, c'est un diplôme, c'est surtout un état d'esprit pour faire plein de choses, et que le champ des possibles, enfin, il dépend de nous finalement. Et c'est vrai que moi, je me souviens, lorsque j'étais à l'INSA, à l'époque, ça s'appelait l'ENSI. Je me rappelle d'un prof qui nous avait dit, hein, je crois que c'était en première année, il a dit, bon, vous, de toute façon, vous sortez de l'ENSI, au mieux, dans 10 ans, vous serez chef de projet automobile, voilà. Et ça m'avait un peu halluciné qu'on mette les gens, voilà, dans des cases aussi réductrices. Et vraiment, je trouve que voilà, ta démarche de montrer cette diversité de parcours, elle ne peut qu'être inspirante et donner des idées, en tout cas de ne pas se limiter justement sur une capacité créatrice en tant qu'ingénieur. Ben, je te remercie. Et c'est exactement le but. Et surtout aussi de montrer que il n'y a pas que les ingés démissionnaires qu'on peut voir et qu'on peut mettre en avant. Il y a aussi les ingés qui se bougent. Et donc, le message, c'est celui-là. On peut être dans l'action, ingénieur et dans l'action pour changer le monde, que ce soit Tout à fait. à tous les niveaux. Eh ben écoute, je te propose de passer sur la dernière partie de l'émission qui est un petit peu plus légère. Attention, jingle. Donc, on passe à l'ingénieur en mode survie. Donc, les questions sont simples. Tu es sur une île déserte et tu as le droit d'emmener avec toi 3 objets, 2 outils ou 2 objets, on va dire, et un livre. Ok. Donc, dis-nous ce que tu emmènes. Je pense que je vais certainement emmener une lampe torche ou un truc. Enfin, quoique, c'est pas un bon plan parce que la lampe torche, une fois qu'il n'y a plus de piles, c'est pas bon, mais certainement un briquet. Je ne Ok. dois pas être très habile pour faire du feu, mais ça me semble assez essentiel. Et puis un truc pour couper, quoi. Je pense à un bon couteau. Voilà, briquet, couteau pour cuisiner, pour chasser. Après, qu'est-ce que je vais emmener comme bouquin? Certainement un truc un peu philosophique pour pas... Enfin, parce que je pense que t'es sur une île déserte, hein, à mon avis, tu dois vite commencer à gamberger, te poser 50 000 questions. Donc un truc plutôt pour rester un peu, garder son esprit clair. Tu Donc penses à un truc en particulier? Un livre que tu aimes bien ou un truc qui t'a un livre inspiré? que j'aime bien, bah écoute, en ce moment je lis le manuel d'Épictète. Voilà, c'est un truc qui est hérité de l'Antiquité, qui justement nous est un peu un manuel philosophique pour rester un petit peu en prise et ne pas être trop perturbé par ce qui dépend pas de nous. Voilà, essayer de faire le tri entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous, pour justement se focaliser sur ce qui dépend de nous et pas se faire polluer par l'extérieur, et trouver une certaine force intérieure. Donc je pense que j'emmènerai un truc dans ce goût-là. Ok, bah écoute, c'est super Voilà. intéressant. Ouais, merci pour la référence qu'on mettra dans le descriptif. Et puis, dernière question, enfin avant-dernière, mais dernière pour ma part. Je raconte n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est moi qui pose les questions. Enfin, bref, dernière question. Tu peux partir en déplacement. Alors, j'appelle ça le déplacement professionnel parce que c'est un moment où on a souvent plein de temps pour échanger. Alors, je te dirais, tu peux y aller en train ou c'est en voiture ou à cheval, ce que tu veux. Mais en fait, l'idée, c'est que tu as beaucoup de temps pour passer avec une personne de ton choix, n'importe laquelle, qui tu emmènes avec toi. Une personne de mon choix? Ouais, n'importe qui. Quelqu'un qui tu rêverais de passer du temps. Bah écoute, moi je suis un fan de tennis, donc je pense que si tu me donnes le choix de rencontrer une personnalité, je pense que ce serait dans cet univers-là, ou alors le foot. Mais voilà, un mec comme Nadal, par exemple, si tu as l'occasion d'échanger avec un champion de cette trempe-là, je pense que ce serait un rêve, quoi. Tu parles espagnol?
Non, pas du tout, non. Bon, tu parles Je anglais, parle je pense qu'il... allemand, je parle allemand, anglais. Bon, on part du principe que vous arrivez à vous comprendre. Ouais, on va pas. Qu'est-ce que tu lui demanderais à Rafael Nadal? Bah écoute, ce qui est impressionnant chez lui, je pense, c'est cette constance au plus haut niveau, cette discipline qu'il a, avoir cette détermination, savoir d'où il trouve cette force-là et comment il la cultive et la travaille au quotidien, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de garder une constance et ça vient pas, enfin forcément ça vient des tripes, mais pour être au plus haut niveau sur autant de temps, c'est que voilà, il y a autre chose. Donc avoir un petit peu ses secrets, ce serait sympa. Ok, bah super. En tout cas, on voit que tu as la tête sur les épaules et ça, c'est super intéressant aussi. Merci Jordan, tu as ta minute promo, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y. Bah écoute, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à écouter ta série de podcasts. J'espère avoir été à la hauteur pour tes auditeurs. Oh oui, ça va. Et puis bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on fait à l'association, bah, ça s'appelle Terres Urbaines. On a un site internet, terresurbaines.org, des réseaux sociaux qu'on maintient peut-être pas quotidiennement, mais on poste régulièrement dessus. Donc Terres Urbaines sur Instagram, sur Facebook, sur une chaîne YouTube aussi qui se développe tranquillement. Donc ouais, venez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et puis sur nos jardins partagés, sur notre ferme urbaine qui est basée à Drancy, la ferme du Cœur, 31 rue La Doucette. On est également ouvert très souvent, donc venez nous voir. Bah, le message est passé. Merci beaucoup Jordan et je dis à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planète 1G. Salut tout le monde. Salut! Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.